À la page 67 du chapitre 41 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation intéressante dans la section 4.2 de Séguin. Intéressante parce qu'encore une fois, c'est un équipement, une application de beaux principes de physique. C'est encore une fois un spectromètre de masse, mais contrairement à la situation 4, sans sélecteur de vitesse. Donc, le sélecteur de vitesse permettait de sélectionner une vitesse unique. Toutes les particules qui rentraient dans le spectromètre de masse avaient la même vitesse. Si je n'ai pas de sélecteur de vitesse, ben, je ne pourrais pas avoir cette caractéristique-là. Les particules qui vont rentrer n'ont pas nécessairement tous la même vitesse qui a été sélectionnée. Pour prendre connaissance clairement de la différence, on peut aller lire le libellé à la page 354 de Séguin. Après une première lecture, on réalise que, contrairement à tout à l'heure, lorsqu'on avait un sélecteur de vitesse, donc un champ magnétique de sélection, puis un champ électrique de sélection, ce qu'on a présentement, c'est deux plaques à lesquelles on applique une différence de voltage. Donc un delta V qui, dans ce cas-ci, est égal à 1200 volts. Je l'ai mis en valeur absolue pour ne pas avoir, dans un premier temps, me demander, c'est-tu un plus 1200 ou un moins 1200. On va se servir de cet accélérateur de particules-là, de cette différence de potentiel-là qui accélère les particules pour accélérer les deux mêmes particules que tout à l'heure, qu'on avait appelé M12 avec sa charge Q12, puis M14 avec sa charge Q14. On les fait rentrer comme tout à l'heure dans un spectromètre de masse qui consiste grosso modo en un champ magnétique de déviation qui va être perpendiculaire aux vitesses des particules. Et on va nous demander encore une fois de calculer le même paramètre, là, les particules vont tourner en rond sur des rayons de courbure différents, donc ils vont avoir un delta Y différent là, quand ils vont frapper la plaque finale du spectromètre. À la lecture, on s'aperçoit qu'on me donnait une donnée supplémentaire, étant donné qu'on n'a pas de sélecteur de vitesse, que les particules qu'on déposait sur la première plaque, leur vitesse initiale était pratiquement nulle. Là, ils partaient de zéro puis ils étaient accélérés entre les deux plaques. Dernière donnée que j'ai mis ici et qui s'applique autant pour 12 que pour 14. Au niveau du dessin, on va avoir un dessin très similaire à tout à l'heure. Si je partais de 0, je vais partir par la fin parce que c'est la fin qui est identique. C'est le début qui est différent au niveau de la vitesse. Donc, nos particules vont tourner en rond à l'intérieur d'un spectromètre pour aller frapper après un demi-tour sur la plaque qui les reçoit, puis ils vont frapper à des endroits différents parce qu'ils vont avoir des rayons de courbure différents liés à leur masse et à leur vitesse. Donc, on cherche le delta Y ici comme tout à l'heure. Évidemment, pour les faire tourner comme ça, c'est des particules qui sont positives, qui rentrent dans le spectromètre ici avec cette vitesse-là. Donc, si on applique la règle de la main droite, ça me prend un B qui est rentrant là, pour les forcer à courber comme ceci. Évidemment, mon delta Y va être encore la différence, là, la comparaison des rayons de courbure. Donc, j'ai indiqué mes deux rayons de courbure ici pour les deux demi-cercles. On fait un calcul qui implique du X ou du Y, mais c'est pas mauvais, c'est même obligatoire d'indiquer notre système de référence. La différence maintenant se situe au niveau de l'accélération qui est faite à l'aide d'un delta V. Bon, j'aurais pu dessiner mes plaques, je n'ai pas pensé à les dessiner. J'ai dessiné une fois ma particule ici où ce qu'elle est initialement. Donc, ce dessin-là représente ma particule, sa charge et ses masses, peut être autant appliqué pour M12 que pour M14. Et cette particule-là, jusqu'au temps qu'elle arrive à l'entrée du spectromètre, va être accélérée à partir d'une vitesse initiale 0, je n'ai pas besoin de la dessiner, mais par l'entremise d'un delta V. Donc, il y a un delta V entre ces deux endroits-là. Dans le fond, ici, c'est la position de la première plaque, puis ici, c'est la position de la deuxième plaque. J'aurais pu ajouter, évidemment, que ça, dans le fond, ça, c'est le potentiel initial lorsqu'elle est à cette plaque-là, puis ça, c'est le potentiel final, mais ce n'était pas strictement obligatoire, il est en rouge différent. Si cette plaque-là est... pas la plaque, mais je veux dire, si on a une particule positive puis que je veux l'accélérer vers le bas, ça veut dire que la plaque négative va être ici, puis la plaque positive va être ici, ce qui correspond aussi là, au signe des potentiels. Comment partir ce problème-là? Comme toujours, en regardant qu'est-ce que je cherche, puis je cherche la même chose qu'à la situation 4. Donc, au départ, notre delta Y, on faisait un lien avec R12, R14, ça va exister encore, puis ces rayons-là qui sont déterminés par la même déviation que tout à l'heure, les formules vont exister encore. Fait que le problème démarre comme la situation 4. D'ailleurs, on va aller voir momentanément jusqu'où qu'on peut dire que la situation 4 se répète. Donc, je suis momentanément à la page 66, situation 4, pour dire le delta Y se calcule
comme à la situation 4, donc au besoin, là, reviser la géométrie pour être d'accord avec cette équation-là. J'ai évidemment 3 inconnus là-dedans. Les rayons se calculent, encore une fois, en faisant la dynamique d'une particule qui tourne en rond dans un champ circulaire. Donc, j'ai la même formule ici que je vais appliquer pour R12, R14. Donc, jusqu'à l'équation 4 ici, je vais réécrire exactement le même problème. Je suis donc encore à 3 équations, 5 inconnus. De retour à la situation 5, c'est la première indication que j'ai mis ici. Je n'ai pas répété toutes mes étapes. J'ai dit de la situation précédente, 3 équations à 5 inconnus, l'ensemble des équations qu'on avait ici. J'ai fait une petite correction, c'est plutôt, on dit 3 équations, donc c'est officiellement les équations 1, 3 et 4. De retour à la situation précédente, ben la suite, ça c'était nos 3 équations 5 inconnues. La suite, évidemment, parce qu'ici on avait besoin de connaître les vitesses. C'était justement mes 4e et 5e inconnus. Ben dans la situation précédente, on avait pris une équation qui est liée à un sélecteur de vitesse, un champ magnétique et électrique croisé. Mais je ne peux plus utiliser ça. Parce que c'est pas ça qui accélère les particules, qui sélectionne les vitesses. Puis en plus, je n'aurai pas cette égalité-là de dire que mes 2 vitesses sont pareilles. Donc, j'ai besoin de connaître la vitesse pour pouvoir continuer mon problème. J'ai plus accès à ça. Je connais un delta V. Conservation de l'énergie. Donc, vitesse initiale, vitesse finale. Cette vitesse-là va varier en fonction, peut être déterminée à partir de la conservation de l'énergie, sachant qu'il va y avoir une variation d'énergie potentielle électrique associée à ce delta V-là. Donc, le principe que je vais utiliser maintenant, c'est le principe de conservation de l'énergie. Je prends la forme delta, donc delta E est égal au travail des forces non conservatives. Il n'y en a pas dans ce problème-là. Mon delta E, c'est toutes les variations d'énergie possibles. Évidemment, gravitationnel et ressort, il n'y en a pas dedans. Le delta K va faire apparaître justement ma vitesse. Et la variation d'énergie électrique, chapitre, je ne me rappelle pas exactement lequel, mais on avait vu que la variation d'énergie électrique pour une particule peut être dans qui a une trajectoire dans une variation de potentiel, mais peut être calculée de cette façon-là. J'ai tous les outils pour développer mon problème. Évidemment, je l'ai mentionné, vitesse initiale est égale à 0. Donc, prochaine étape, si j'enlève le 0, c'est pas ça que je voulais faire, mais plutôt que décacher ici, mais il me reste une demi mv finale est égal plus q fois delta v est égal à 0. Les 2 particules sont soumises au même delta v, mais elles ont des masses différentes. Donc, là, je vais l'appliquer 2 fois, puis ça va me donner 2 vitesses différentes pour les particules. Donc, j'ai cette équation-là appliquée pour M12, une demi M12 fois sa vitesse, plus la charge de Q12 fois le delta V. Et je remplace par les chiffres qui sont connus. Ici, c'est un chiffre également. J'aurais pu écrire 1,6 fois 10 à la moins 19. Donc, je me suis rajouté une équation et je n'ai pas de nouvelle inconnue dedans. Je fais la même chose pour M14. Donc, c'est une demi M14 plus V14 au carré. La masse, évidemment, c'est 14 fois la masse d'un proton, contrairement à tout à l'heure. Ils ont la même charge, puis soumis au même delta V. C'est là qu'il faut que je fasse attention, parce que dans cette équation-là, ce n'est pas le module du delta V qui est pris, donc ça a une importance de dire que je passe d'un endroit ou l'autre. Donc, il faut se rappeler si le delta V, si le voltage final va être plus élevé que le voltage initial. Mais les signes ici, plus ou moins, me les donnaient aussi. Puis on peut se rappeler aussi qu'une particule positive qui avance... Ici, si j'ai une plaque positive et une plaque négative, le champ E va de gauche à droite. Une particule positive qui avance sur un champ E, les potentiels diminuent le long du champ E. Donc, à la fin, le potentiel est plus bas qu'au début. Donc, quand on fait VF moins VI, ça me donne une valeur négative. Donc, si on n'est pas capable de déterminer le signe ici, on n'arrivera jamais à la bonne réponse. Et ça m'amène à ma 5e équation, 5 inconnus. Fait que les 3 équations de tout à l'heure, plus ces 2 nouvelles équations-là, rentrées dans une calculatrice, va nous amener une réponse de variation de delta Y, de variation observée sur notre spectromètre.